Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. La première dame, Madame Jeannette Kagame, est à Bujumbura, au Burundi, où elle participe à la 4e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders à l'invitation de la première dame Angeline Ndayishimiye. Le directeur général de la gendarmerie centrafricaine, le général Landry Ulrich Depote-Ace, est en visite de travail au Rwanda depuis ce lundi. Bienvenue encore une fois à ce journal. La première dame, Madame Jeannette Kagame, est à Bujumbura au Burundi où elle participe à la 4e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders à l'invitation de la première dame, Madame Angeline Ndayishimiye. Participent également à ce forum les premières dames du Kenya et de Zanzibar. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, leur a exprimé ses remerciements pour leur abnégation et leur engagement en faveur de la cause des femmes ainsi que leur conviction en son pouvoir transformateur au sein de la société. La première dame du Burundi a rappelé que l'objectif de ce forum est de débattre sur le rôle de la planification familiale afin d'atteindre un bon état nutritionnel et du dividende démographique. Comptant sur le leadership et l'engagement des femmes dans la société, la première dame du Burundi a souhaité que les participantes deviennent à leur tour des ambassadrices de la sensibilisation aux enjeux liés à la démographie galopante. Le directeur général de la gendarmerie centrafricaine, le général Landry Ulrich Depote-Ace, est en visite de travail au Rwanda depuis ce lundi. Dès son arrivée, il a été accueilli par l'inspecteur général de la police du Rwanda, Asije Félix Namuhoranye, au siège de la police nationale. Les deux instances sécuritaires sont liées par des accords de partenariat signés l'an dernier entre la Centrafrique et le Rwanda. Ces accords concernent notamment la lutte contre les crimes transfrontaliers, l'échange de connaissances pour renforcer le professionnalisme dans les deux polices et bien d'autres domaines. Le Rwanda a déployé des forces de police en République centrafricaine pour soutenir des efforts de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, dans la capitale centrafricaine. Ces forces rwandaises ont eu, entre autres tâches, la protection des civils, la protection rapprochée des autorités centrafricaines, ainsi que des responsables de la MINUSCA. Ouverture ce lundi devant la cour d'assises de Bruxelles du procès des deux Rwandais, Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabose, accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean Damascène Manichine. À l'ouverture de l'audience ce lundi matin, Séraphin Twahirwa était physiquement présent, alors que son co-accusé Pierre Bassabose était absent pour raison de santé. D'après sa défense, Pierre Bassabose souffrirait de démence sénile. Pierre Bassabose, 76 ans, et Séraphin Twahirwa, 66 ans, ont été décrits par des témoins de l'enquête comme ayant participé très activement aux campagnes anti-Tutsi du début des années 90 qui ont fini par précipiter le Rwanda dans le génocide commis contre les Tutsis, lequel a fait plus d'1 million de victimes. Séraphin Twahirwa est accusé d'avoir dirigé à Kigali une milice d'Interahamwe, tandis que de son côté, Pierre Bassabose est soupçonné d'avoir assisté les Interahamwe en argent et en armes. Il était aussi un des actionnaires clés de la radio-télévision libre de Mille Collines, tristement célèbre pour avoir diffusé des appels à tuer des Tutsis. Pour les parties civiles qui suivent de très près ce procès, les attentes sont énormes. Le procès, c'est toujours pour les victimes, même si c'est pour l'humanité tout entière. Le crime de génocide est un crime contre l'humanité, mais d'abord, on attend, les victimes attendent pratiquement 30 ans après ce procès pour qu'il ait lieu et pour leur reconstruction tout simplement. Environ 30 ans après les faits, la Belgique, consciente de l'urgence de juger les suspects génocidaires, a en croire l'ambassadeur de la Belgique au Rwanda. Je pense qu'on doit essayer de davantage encore accélérer parce que le temps presse et on a vu ce qui s'est passé avec le procès à l'arrêt de M. Kabuga.
où les juges ont décidé que, vu l'état physique et mental du monsieur, on ne pouvait pas continuer. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de... que ça crée beaucoup d'amertume ici, et je comprends tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans notre approche? Non, je ne pense pas, mais il faut davantage accélérer les choses pour que justice soit faite. Et ces cas je suis sûr que dans les cas dont vous allez discuter après, cet argument de la capacité physique et mentale des gens qui sont accusés va revenir sur la table et il va appartenir aux juges belges de se prononcer là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers concrets qui sont en cours. On travaille sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de noms, etc. Et à mon avis, comme je dis, nous étions les premiers à la commencer. Je vois qu'il y a une liste, il y a une liste de tous les réfugiés. Une question à adresser au procureur général du Rwanda. Franchement, si vous regardez tous les pays où se cachent les génocidaires, il y a une liste à peu près de 1500. La plupart se trouvent dans des pays africains. Donc sur le continent, et je pense que nous avons fait notre part, mais on est toujours prêt à faire mieux, mais sur base de dossiers concrets sur des noms en particulier. Le diplomate belge explique également pourquoi son pays n'extrade pas vers le Rwanda les suspects génocidaires pour faire face à la justice. Pour extrader quelqu'un, il faut une base juridique. Nous n'avons pas de base juridique. Il n'y a pas de traité d'extradition entre la Belgique et le Rwanda. Une chose. Deuxième chose, la Belgique a comme principe de droit qu'elle ne va jamais extrader des nationaux. Donc, il y a deux raisons. Un, on n'extradait pas les nationaux, mais même si quelqu'un avait par exemple la nationalité française ou burundaise ou je ne sais pas, on n'a pas de base juridique pour extrader quelqu'un. Il n'y a pas de traité entre les deux pays. Et nous avons beaucoup travaillé pour trouver une solution multilatérale, parce que ce n'est pas propre aux relations entre nos deux pays. C'est souvent un problème qu'il n'y a pas de base juridique. C'est pour ça que nous avons tellement travaillé sur un traité multilatéral qui est maintenant ouvert à la signature. Et qui va aider un traité sur l'entraide multilatérale et qui va aider à mieux travailler ensemble au niveau gouvernemental concernant l'extradition. Voilà. Mais donc la raison pourquoi on n'extradait pas, c'est parce qu'il n'y a pas de base juridique. Arrêtés en 2020 en Belgique, les deux hommes étaient ciblés par des mandats d'arrêt internationaux émis par le Rwanda. Ce procès qui s'ouvre ce lundi à Bruxelles devrait s'étendre sur 2 mois. C'est le 6e du genre organisé depuis 2001 pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et toujours en parlant de justice, les organes du système judiciaire du Rwanda et les partenaires du gouvernement dans ce secteur ont débuté ce lundi des discussions d'une semaine pour examiner les réalisations atteintes et celles qui nécessitent d'autres améliorées dans la mise en exécution du plaidoyer de culpabilité. Les détails. L'essai du plaidoyer de culpabilité a débuté au Rwanda en 2022 au niveau de 5 tribunaux de base et ce système a été utilisé dans 1600 dossiers judiciaires. Certains participants à ces discussions ont fait observer que le système de plaidoyer de culpabilité est en train de donner des bons résultats parce que les présumés coupables de crimes ont aidé la justice à avoir des informations et ont ainsi vu leur peine réduite et beaucoup ont été provisoirement relaxés conformément à la politique du pays de réduire la densité des retenus dans les centres correctionnels et dans les cachots et d'accroître le nombre des personnes poursuivies par la justice sans être incarcérées. Maître Amida Furaha, avocat et présidente de la commission de discipline au barreau de Kigali, apporte ici des précisions sur la procédure de plaidoyer de culpabilité. La procédure de plea bargaining, c'est pas ce qu'on en parle pour le moment, mais c'est une procédure qui est prévue par le code pénal, la procédure pénale, et récemment par l'instruction
du président de la Cour suprême. Était prévu depuis 2018 avec le Code de procédure pénale et c'est maintenant qu'elle commence à être mise en exécution parce qu'il fallait prévoir quelles sont les infractions qui sont de la compétence de plaidoyer, de culpabilité et comment procéder et pour quelles infractions. En fait, la procédure du plaidoyer coupable, plea bargaining, concerne les auteurs ou les accusés qui plaident coupables. Bien entendu, ceux qui ne plaident pas coupables, ils ne sont pas concernés par cette procédure. Ceux qui plaident facilement coupables, c'est ceux qui sont poursuivis pour des infractions mineures. Par exemple, le vol simple, coups et blessures, consommation de drogue. Et c'est parce qu'avant que les instructions ne sortent, on avait limité aux infractions qui sont punissables de 5 ans. Mais maintenant que ça va s'étendre jusqu'au crime, on espère que même ceux qui sont poursuivis pour les crimes pourront, pour ceux qui plaident coupables, ils pourront aussi faire recours à cette procédure. Pour que le processus soit efficace, chacun doit jouer son rôle. Les avocats, nous qui assistons, les prévenus, les accusés, le parquet qui charge les prévenus, et les juridictions, puisque les contrats que le parquet fait avec les accusés sont examinés par le tribunal. Donc, les secteurs, tous ces secteurs-là doivent travailler ensemble pour que cette procédure soit équitable. Et c'est une procédure qui est vraiment bénéfique pour le pays, pour les citoyens, les accusés, et puis pour la victime aussi, puisque la victime aussi intervient dans ce processus. Le président de la Cour suprême, Nazir Diayo Faustin, indique qu'environ 2300 dossiers introduits en justice ont été jugés par l'intermédiaire de ce système. Les statistiques de la Cour suprême révèlent que ce système a été productif à hauteur de 81% et cela fait maintenant toute une année qu'il est utilisé dans tous les tribunaux du pays. À présent, les experts en santé mentale conseillent à ceux qui ont été dépendants des drogues de solliciter de l'aide, car les services spécialisés existent et la guérison est possible. Les détails avec Patrick Nilidandi. Une étude menée par le Centre biomédical du Rwanda à l'Abissi l'année dernière en 2022 montre que 48% de sa population rwandaise consomme l'alcool, tandis que 15,2% en consomment de manière excessive. La consommation excessive d'alcool et sa dépendance sont une réalité, selon le dire même des habitants, qui affirment qu'il y a une augmentation visible dans le pays. Le docteur Arthur Lukundo, psychologue et expert en santé mentale, montre qu'il est possible et facile d'éviter de devenir dépendant de l'alcool. Abantu babonye amakuru bakamenya ububi bw'ibisindisha byaba ari intambwe ya mbere yo kumenya ko Si les gens connaissaient les dangers des boissons alcoolisées, cela pourrait être la première étape pour l'éviter. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'une sensibilisation, des conseils pour pouvoir s'en sortir. Le rôle principal revient donc à leur propre famille, qui doit rechercher des institutions spécialisées qui peuvent les aider et suivre la personne dépendante de ces substances, généralement des boissons alcoolisées. Les experts de la santé montrent également que ceux qui sont dépendants de l'alcool courent le risque de développer des maladies non transmissibles telles que des maladies de foie et d'autres. Les recherches menées par Al-Abissi montrent que la consommation d'alcool est élevée en province de l'Ouest avec le pourcentage le plus élevé de 19,1%, en province du Nord de 15,8%, en province du Sud avec 15,1%. La province de l'Est avec 13% et dans la ville de Kigali, la capitale, 10,5%. La Commission des affaires sociales et des droits de l'homme au Sénat a effectué une visite ce lundi au centre de rééducation d'Iwawa pour s'informer sur l'accompagnement qui est réservé aux pensionnaires des centres de rééducation lorsqu'ils réintègrent notamment la société. Les détails avec Kassim Youssouf.
Cette visite des membres de la Commission des affaires sociales et des droits de l'homme au Sénat s'inscrivait en outre dans le cadre de savoir pourquoi les effectifs des centres de rééducation ne cessent d'augmenter, comme l'a révélé l'enquête que l'Université du Rwanda a effectuée, alors que ces centres font beaucoup pour aider ceux qui vivaient dans la délinquance et ce qui a porté atteinte à la quiétude de la population. Cette enquête a en outre fait observer que beaucoup d'anciens pensionnaires des centres de rééducation récidive et qu'environ 23% d'eux retournent dans les centres de rééducation. La même enquête indique que les rapports du Service national de réhabilitation fait remarquer que la sélection qu'effectuent les centres de rééducation qui accueillent des pensionnaires de courte durée est souvent mal faite. Le rapport 2021-2022 de l'auditeur général des finances publiques révèle que plus de 38 millions de francs rwandais que le Fonds de développement des affaires BDF avait transférés pour appuyer les petits projets des pensionnaires des centres de rééducation ont fait presque une année et 2 mois sans être utilisés. L'auditeur général des finances publiques a en outre constaté que le Centre national de rééducation ne dispose pas de moyens de suivi d'anciens pensionnaires des centres de rééducation. Parmi les faits présentés aux sénateurs comme étant la raison de l'accroissement des effectifs des centres de rééducation se trouve la consommation excessive des drogues, le chômage au sein des jeunes alors qu'ils veulent mener une bonne vie, l'augmentation des problèmes domestiques dans leur famille d'origine et autres. La plupart des personnes atteintes d'albinisme cutané reconnaissent faire face à plusieurs défis majeurs depuis le début de la pénurie de lotions pour la peau. Ces personnes appellent les responsables concernés à pencher sur cette question. Les détails avec Patrick Niledandi. Marcel Tuishimire et Aline Tuisenge, tous deux atteints de troubles cutanés, estiment que même si la lotion les aide à les protéger du soleil, mais des fois les produits atteignent les destinataires déjà périmés. Nous avons eu des informations selon lesquelles la lotion pour la peau est disponible. Il y a même un moyen de la distribuer. Mais chez nous, en secteur Mwogo, ces produits ont traîné d'atteindre la pharmacie et nous l'avons reçu alors qu'il était déjà périmé. Un défi de plus pour nous. Un autre défi concerne les normes sociétales qui ne nous considèrent pas comme des personnes normales. Nadine Ouamoro, infirmière qui travaille au centre de santé de Gihinga, district de Bugesera, fait partie de celles qui ont reçu une formation sur la façon de suivre et soigner les enfants atteints de troubles cutanés liés à l'albinisme. Il fut un temps où elle m'a rencontré dans une salle de consultation. En fait, c'était ma première fois, où j'ai même été surprise. Eh bien, je l'ai avoué, car je n'avais pas fait le bilan général de sa peau qui s'abîmait. Donc, pour l'aider à bénéficier d'un traitement médical avancé par d'autres médecins. 76 infirmières du centre de santé de Rutsiro, Musanze, Kichukire et Bugesera ont été formés pour aider les personnes atteintes de troubles cutanés liés à l'albinisme. Le recensement de la population 2022 a montré qu'il y avait 1864 personnes atteintes de troubles cutanés liés à l'albinisme dans tous les pays, dont 925 hommes et 939 femmes. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.